Bonjour. Aujourd'hui, on va pas déconner, on va parler d'une saga littéraire qui connaît son petit succès depuis quelques années, la Passe Miroir. Donc voici, comme je suis super à droite, je pense que d'ici 3 secondes tout va tomber. Donc voici les 4 tomes. Comme vous pouvez voir, moi je fais partie de ces fous qui achètent 3 en format poche et le dernier en gros format. Comme ça déforme bien les bibliothèques. You like it. Alors la Passe Miroir, qu'est-ce que c'est? Hop, on va commencer avec le premier tome. Donc la Passe Miroir, c'est une saga écrite par Christelle Davos, qui d'abord l'avait en fait publiée sur internet, sur le site La Plume d'Argent. Et puis un jour, en fait, il y a Gallimard qui a organisé un concours de romans. Parce que s'ils organisaient un autre concours, ça serait bizarre. Bon, organiser un concours de romans et en fait, elle voulait pas forcément y participer au départ. C'est ce qu'elle expliquait en tout cas dans un live Twitch de Build-Up. Et puis ses fidèles, ses proches ont un petit peu insisté en disant que son histoire était quand même vachement bien et que ça serait bien qu'elle l'envoie à Gallimard. Et elle l'a fait. Et nous sommes contents. Donc elle l'a fait, et donc le premier roman, La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver, a été publié en 2014. Ensuite, hop, le deuxième tome, Les Disparus de Claire de Lune en 2016. 2018, c'était La Mémoire de Noël. Et enfin, 2020, novembre 2020, parce que celui-là, je l'ai acheté à sa sortie, parce que les autres, je les connaissais pas encore avant. Donc c'est La Tempête des Échos, 4e tome. Voilà, qui est sorti donc en novembre 2020. Ça fait juste 3 fois que je vous le lis. Les romans connaissent un grand succès. Elle a été publiée dans d'autres pays européens, voire même jusqu'en Russie. J'ai su récemment qu'il y avait quelques petites histoires avec les traducteurs apparemment. Et on est beaucoup à croiser les doigts pour qu'elle reprenne la plume sur cet univers-là. Soit avec les deux personnages, soit pour juste continuer à explorer l'univers, parce que c'est vrai que comme beaucoup, je suis restée un petit peu sur ma faim. Mais du coup, Jamie, de quoi ça parle? Alors, ce roman fantastique, dans le sens du genre fantastique, hein, même si je le trouve très bien, on est toujours sur Terre, mais en fait, suite à une déchirure avec un D majuscule, et on va voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui s'articulent autour. Et on sait pas pourquoi ça a lieu, et puis en fait, les gens vivent en fait sur des morceaux de continents, des morceaux de pays, qui flottent autour de la Terre de façon non hasardeuse. C'est pas facile à dire, non hasardeuse. Franchement, je pense qu'il faut se concentrer, hein, quand même. Et comme l'extraordinaire ne s'arrête pas là, chaque arche a son esprit de famille, ou deux esprits de famille, ça dépend où ils sont. Et ces esprits de famille-là, en fait, ils sont un peu comme des dieux, c'est-à-dire qu'ils ont des grands pouvoirs. Normalement, c'est censé impliquer de grandes responsabilités, mais vous allez voir que pas forcément partout. Hey. Ils ont des grands pouvoirs très particuliers selon l'arche, en fait, qu'ils transmettent ou pas à leurs descendants. Voilà, mais généralement c'est quand même transmis aux descendants. Et sur l'arche d'Anima, donc voilà, c'est en fait Artemis, l'esprit de famille, et elle commande à la matière et aux objets, c'est-à-dire qu'en fait elle va réussir à animer de la matière, elle va réussir à animer des objets et tout ça. Et l'héroïne du roman, Ophélie, parce que quand même j'y viens, l'héroïne du roman possède ce pouvoir ainsi que des autres, c'est-à-dire qu'elle arrive à lire le passé des objets en remontant de plus en plus dans l'histoire, et elle arrive à passer les miroirs comme le colonel O'Neill arrive à passer la porte des étoiles, c'est-à-dire tranquille. Ce qui est quand même pas mal cool comme pouvoir, sauf qu'en fait il faut que les miroirs, faut que ce soit déjà reflété dedans, et que ce soit pas trop loin non plus, c'est-à-dire qu'elle peut pas faire un tour de la Terre comme elle veut avec les miroirs. Donc Ophélie, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est le personnage principal, elle a 16 ans, elle travaille dans un musée avec son grand-oncle, c'est la meilleure liseuse, ou une des meilleures liseuses d'Anima. C'est un personnage un petit peu, au départ un peu renfrogné, qui se cache derrière ses cheveux, qui se cache dans son écharpe. J'ai pas fait exprès de mettre une écharpe, mais il fait froid. Et puis un jour, en fait, elle va rejoindre son grand-oncle au musée, et elle lui annonce qu'elle va devoir se marier. J'ai bien dit devoir. Voilà, parce qu'apparemment les mariages d'amour, pas ouf. Avec un homme d'une autre arche, ce qui est beaucoup plus rare, l'arche du pôle, qui a une très mauvaise réputation apparemment sur les premières pages,
Et cet tome-là s'appelle Monsieur Thorne. Alors moi je le prononce à Marlette, Thorne, parce qu'en plus ça veut dire épine, et vous verrez que ça correspond quand même pas mal au personnage. Voilà, donc Monsieur Thorne, et elle est répugne, en fait, elle a pas envie de se marier, elle a pas envie de se marier avec lui, tout ce qu'on peut évoquer de lui, ça la dévexe. Mais pas le choix, parce qu'en fait, les doyennes, qui sont un peu les autorités sur Anima, bah, lui laisse pas le choix, c'est soit elle se marie, soit elle est bannie. Puis, bah, le choix, sans en être un, est vite fait, hein, bah, on va se marier. Sur une étoile ou sur un oreiller. Pardon. Alors ensuite, on suit en fait les aventures de Ophélie, d'abord sur Anima, puis après au pôle. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tout au long des 4 livres, parce que je vais pas faire un résumé de chaque livre, sinon il y aura des spoils, et c'est pas bien, on la voit en fait évoluer, on la voit grandir, on la voit essayer, se tromper, se rétamer, réessayer, et c'est vraiment, vraiment bien. En plus, le personnage n'est absolument pas parfait. Voilà, c'est un personnage qui a ses qualités, ses défauts, comme tous en fait dans ce roman-là, et c'est vraiment ça que j'ai trouvé aussi très intéressant. Et donc il y a 4 tomes à découvrir, et franchement, c'est trop cool. Alors, maintenant ça va être mon avis, mais je vais essayer de faire sans spoilers. Allez, donc, bah, moi j'ai adoré cette saga. Alors c'était pas gagnant-gagnant au départ. C'est à un moment où j'ai repéré les romans parce qu'en fait, bah, je vais vous montrer, ils sont juste devant moi, les couvertures. Voilà, donc la première en grand format est bleue, avec ses dessins. Puis moi qui suis très sensible aux couvertures et aux dessins, forcément j'ai adoré. Voilà, donc un jour je me suis lancée, j'ai mis du temps à lire le premier parce que, en fait, Christelle Davos, c'est un peu comme une artiste, enfin c'est une artiste hein, pour moi, mais de dessin, c'est-à-dire que vous voyez un dessin de Si, par exemple, vous savez pertinemment que c'est un dessin de Si. Voilà, il y a des traits qui font que c'est comme ça. Vous voyez un dessin de Pénélope Bagieux, bah ça va être pareil, vous voyez un dessin de Boulet, ça va être pareil. Et ben, pour moi, Christelle Davos, son écriture, c'est le trait de l'artiste. C'est qu'en fait, elle a une écriture tellement particulière, tellement à elle, que bah, un petit temps d'adaptation à comment elle écrit, et puis après, une fois que vous y êtes, vous trouvez ça génial, quoi. Donc j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans l'histoire, parce qu'en fait, les personnages au départ ne sont pas hyper attachants, quoi. Comme je vous disais, Ophélie, elle est renfrognée, elle a une toute petite voix, elle a un peu tout le temps comme ça, avec la tresse sur le côté. Thorne, c'est pas le galuron du coin, hein, franchement, du tout d'ailleurs. Aucun personnage au départ n'est très attachant, et puis en fait c'est petit à petit qu'on s'y attache parce qu'il va se passer des choses, on va découvrir les caractères et tout ça, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Le récit est très très dense sur les 4, hein. Par contre, voilà, on y va quoi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour moi, les descriptions me faisaient penser à des petites mosaïques. C'est qu'en fait, elles collent plein de petites descriptions comme ça. Et ça vous fait un univers hyper dense, hyper détaillé et très intéressant à découvrir. Bah, c'est fou comme travail, je trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. Et puis encore une fois, bah voilà, les héros sont pas parfaits, personne ne l'est. On aime bien aussi, enfin on aime bien parce qu'en fait on est plusieurs dans la tête. J'aime bien les différentes sociétés qui sont décrites. Par exemple, Anima, on a un peu l'impression que c'est une société un peu qu'on pourrait voir en fait dans Barnaby, sans les meurtres, hein, bien sûr, parce que dans Barnaby, ça a des groupes secs. Mais voilà, les petits villages anglais, dans les Cotswolds, ou les petits villages irlandais, les maisons à colombage et tout ça. Et on passe au pôle, qui est donc un univers très froid, glacial, puisqu'en fait, ça se situe dans le nord, et puis il y a 6 mois de jour, 6 mois de nuit, vous savez, vraiment au niveau du cercle polaire. Et là, c'est une société très à la Versailles, en fait, avec les coups de Trafalgar, les médisances, les inimitiés entre les familles, les courtisans et tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant, ce changement de société qu'il y a. Puis il y en a d'autres aussi, mais j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus, parce que les autres n'apparaissent que plus tard. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux avis avec spoilers. Alors, dans le tome 1, je trouve qu'il est vraiment bien. Alors c'est quand même comme une grande introduction, hein, je trouve, à l'univers. Le tome 1, je l'ai quand même bien apprécié. J'ai apprécié le fait que Ophélie commence à un moment à prendre un petit peu de l'ampleur, à revendiquer le fait qu'elle existe,
qu'elle est là, qu'elle a son caractère, qu'elle est là, quoi. J'ai apprécié aussi les premiers pas de la relation avec Thorne, qui est super maladroit, qui est pas facile à vivre, en fait. Et du coup, elle non plus, donc en fait, ils pensent être totalement opposés, en fait. On se rend compte très rapidement que... Voilà, comme beaucoup, parce que je n'ai aucune personnalité, aucune originalité, mon tome préféré c'est le tome 2. Parce que là aussi, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc déjà, il y a une enquête policière qui est menée par Ophélie, donc j'ai trouvé ça intéressant. On voit différentes évolutions, notamment, donc encore une fois, la relation entre Thorne et Ophélie, qui n'est pas toujours très égalitaire d'ailleurs, mais on voit vraiment que ils essayent. Ophélie, pareil, là, ça y est, elle se campe, elle est là, elle montre qu'elle est là, elle prend les décisions par elle-même, elle le fait pas en fonction des autres. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. La relation qu'elle a aussi avec Bérénild et sa tante Roselyne, qui au départ pensait que c'était un petit truc machin qui va rien dire, et en fait, Ophélie, elle a une sacrée volonté de faire, en fait, elle se laisse pas faire, elle a un désir d'indépendance qui est très fort, je trouve. Et c'est ce point-là qu'on retrouve aussi dans le tome 3. Comme vous le savez, dans le tome 3, elle se retrouve toute seule sur Babel, et là, pareil, le désir d'indépendance, je vais me débrouiller toute seule, alors qu'elle aurait pu être avec Archibald, avec Roselyne et avec toute l'équipe, mais non, non, je me débrouille toute seule, j'y vais, je me débrouillerai, et elle arrive à se débrouiller, à retrouver Thorne notamment. Alors là, c'était un moment très... elle le retrouve. C'est le moment où, dans ma tête, ça fait « Elle les retrouve !» Il s'est passé que ça. 2 ans de séparation. Vous n'avez rien à me dire? Ah non. Et là tu dis mais ça fait 2 ans que tu l'as pas vu. Juste ça. Non, tu me dis rien. D'accord, ok. Pas rien. Voilà, tu dis oh, putain c'est pas vrai. Mais au moins ça nous permet d'avoir envie toujours de continuer à le lire. Voilà, dans le tome 3, ouais, le désir d'indépendance, et du coup, le fait que ça soit un peu compliqué par rapport à Thorne, qui, lui, aimerait bien qu'elle s'appuie un peu sur lui, et puis elle aimerait bien que lui aussi lui parle un peu plus de ce qui se passe et tout ça. Et enfin, le tome 4, c'est le tome que j'ai pas tout compris. Je l'ai lu et relu 6 fois. Voilà, ça fait partie après des romans que j'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas de les relire, hein, je suis un peu toc-toc, mais voilà. J'ai relu 6 fois, et j'ai toujours des passages, je les relis, je les revois, j'essaye de... Et je comprends pas. Je comprends pas tout. Le passage sur la cristallisation, j'ai pas tout saisi. Si jamais vous avez compris, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, parce que moi, c'est passé comme ça. Franchement, je l'ai relu, j'avais le petit singe un peu de Homer Simpson dans la tête, il disait pop, 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 et ça m'a fait penser au passage dans le château ambulant, quand Sophie veut sauver Aoru, qu'elle a la bague et tout, qu'elle part dans le passé, machin, ça m'a fait exactement pareil, j'ai fait... Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas tout compris la fin non plus. Voilà, donc peut-être que je le relis encore une 7e fois, mais je vais attendre un petit peu. Ce que j'avais bien aimé dans un live de Build Up et si, c'est le côté il faut le digérer. Et c'est vrai que le tome 4, c'est le tome qui... je l'ai lu très très rapidement. Je crois que je l'avais acheté le mercredi, j'ai dû le finir le vendredi soir. Et en fait, je l'ai lu, j'ai fait... Oui, donc les premières émotions, les premiers trucs, tous les temps forts, en fait, je les avais en tête, alors... voilà. Et puis je me dis, mais j'ai pas tout compris. Donc le week-end, je l'ai relu. Et j'ai toujours pas tout compris. Et ça m'arrive souvent. Donc voilà, si vous avez des pistes de réflexion autour du tome 4, franchement, ça me ferait plaisir, hein, parce que je suis toujours bloquée. Voilà, donc c'était mon avis sur la Passe Miroir, qui pour moi reste vraiment une super chouette saga, qui s'adresse à un public... ouais, un jeune public, et puis un public adulte en fait, hein, pas pour les enfants, clairement pas, parce que c'est quand même assez compliqué, je trouve, à lire. Mais vraiment, vraiment sympa, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, je croise les doigts pour qu'elle recontinue sur cet univers-là, parce que j'ai envie qu'on explore un petit peu les autres arches, parce que voilà, finalement on a bien vu l'arche du pôle, on a bien vu Anima, un petit peu quand même, Anima, on a vu Babel en long, en large et en travers, là c'est bon, et un peu Arcanter, mais j'aurais bien aimé voir Héliopolis, j'aurais bien aimé voir les autres en fait.
Voilà, c'était un petit regret que j'avais, c'était mais finalement on a fait que ça comme voyage. Donc voilà. Donc la face miroir, franchement, allez-y, les yeux fermés, encore une fois. Même si, comme je le disais l'autre fois, c'est toujours pas pratique pour lire. À bientôt.